Alors, bonjour. Donc déjà, merci beaucoup aussi pour l'invitation. Donc, c'était pas prévu que je m'exprime, mais je vais essayer d'être claire, parce que ça va être peut-être un petit peu nébuleux, mais n'hésitez pas à m'interrompre et à me poser des questions. Donc, je m'appelle Nathalie Farnetti, je suis assistante sociale, donc fonctionnaire d'État auprès de l'Office national des combattants et victimes de guerre. Donc, c'est un établissement public qui est sous tutelle du ministère des Armées. Bon. Alors, je vais reprendre, je vais un petit peu expliquer ce que c'est parce que je vois des sourcils qui se froncent et vous vous demandez pourquoi je parle. Mais en fait, c'est parce que vous allez comprendre qu'on a en charge l'accompagnement des victimes d'actes de terrorisme. Donc, c'est à ce titre-là. Mais pour que ce soit clair, je préfère partir du général pour arriver à la fin sur l'accompagnement des victimes. Donc, les missions principales de l'Office sont la reconnaissance, la solidarité et la mémoire envers celles et ceux qui ont servi la France. Donc, anciens combattants, victimes de guerre, militaires blessés, pensionnés de guerre. C'est le Code des pensions militaires d'invalidité et victimes de guerre, CPM-IVG. Je l'utiliserai souvent, donc retenez CPM-IVG, donc c'est le code, qui régit nos missions. Donc, reconnaissance et réparation, c'est la gestion des cartes et titres avec le versement d'aides financières ou de pensions spécifiques. La solidarité, c'est le soutien matériel, moral et psychologique pour nos ressortissants, avec une aide aux démarches administratives, une écoute, une bienveillance, et l'accompagnement des blessés. Et le troisième pilier, c'est la mémoire et la citoyenneté, avec l'organisation et l'entretien des cérémonies, l'organisation des cérémonies commémoratives, la transmission de la mémoire par rapport aux conflits auprès des jeunes générations, et la gestion des lieux de mémoire. Donc, l'Office a été fondé en 1916, donc c'est pendant la Première Guerre mondiale, donc 14-18, et au départ s'appelait l'Office national des mutilés et réformés de guerre. Et ensuite, il a changé de nom. Le siège, la maison mère est aux Invalides, à Paris, et nous avons 103 services départementaux, c'est-à-dire que nous existons dans tous les départements de France, ainsi que ceux d'outre-mer, ainsi que il y a 2 services aussi au Maghreb, donc en Tunisie et au Maroc, et en Algérie. Voilà. Donc, vous vous demandez pourquoi l'ONAC-VG a un rôle central dans l'accompagnement des VAT. Alors, en fait, la loi fondatrice pour nous, c'est la loi numéro 90-86 du 23 janvier 1990 qui a modifié notre code, le CPM-IVG, en y intégrant les victimes d'actes de terrorisme. Donc, le but étant d'assurer un accompagnement global, humain et durable des victimes, que les attentats aient eu lieu en France ou à l'étranger. Donc, nous intervenons en complément du fonds de garantie. Et nous avons 2 missions essentielles en faveur des victimes d'actes de terrorisme. C'est la demande de pension militaire d'invalidité. Donc, j'insiste sur le mot militaire, mais on est bien d'accord, on n'est pas dans le cadre civil, on n'est pas sur une pension d'invalidité et sécurité sociale, on est sur une pension militaire d'invalidité. Et le deuxième dispositif, c'est l'adoption en qualité de pupille de la nation. Donc, je vais détailler les 2 dispositifs. Donc, la pension militaire d'invalidité. Elle est à travers le CPM-IVG et elle est gérée via le CPM-IVG et avec le FGTI, les 2 interviennent au bénéfice des victimes, mais pas dans les mêmes logiques. Elles sont complémentaires. Donc, je vais essayer d'être claire, parce que c'est très compliqué à chaque fois de l'expliquer. Pour moi, c'est très clair, mais alors. On a le FGTI qui a une base juridique liée à la loi de 86, ça a été évoqué ce matin par Madame Fossa, sans problème, dont l'objectif est d'indemniser intégralement les différents préjudices subis par la victime. Ça, on est au clair sur ça. Et le type de droit, c'est une réparation intégrale. D'accord ? On est sur une indemnisation civile.
En ce qui concerne la pension militaire d'invalidité, on a une base juridique liée à la loi de 1990 que j'ai précédemment citée et qui reconnaît la qualité de victime par la nation et vient compenser un préjudice qui va être durable. Donc on est dans le droit à réparation nationale et c'est un droit statutaire. Alors, les deux peuvent être cumulés, même si peut-être il y en a qui voudraient faire la remarque qu'on ne peut pas indemniser 2 fois le même préjudice en France, normalement. Sauf que le FGTI intervient forcément en premier. Globalement, je vais prendre un exemple. Une victime d'acte de terror, une personne est victime d'un attentat. Ce qu'elle va faire, elle va aller déposer plainte. Ensuite, elle va faire une demande auprès du FGTI. Du coup, elle va apparaître sur la liste partagée qui a été aussi évoquée ce matin. Et à partir de là, chaque service départemental de l'ONAC-VG reçoit sa liste de victimes résidant sur le département. Par exemple, je vais vous donner un petit chiffre au passage. Pour le département des Alpes-Maritimes, compte tenu des 2 attentats déjà qui ont eu lieu rien que sur notre département, nous avons 1372 victimes qui résident sur le département, dont dans les 1372, nous en avons un peu plus de 1300 liés à l'attentat de Nice du 14 juillet, une petite dizaine liée à Notre-Dame et le reste se répartit entre Barcelone, le Bataclan, les Terrasses et les Champs-Élysées et le Stade de France. Voilà. Donc, je reviens sur mon exemple. Donc, la victime dépose plainte, fait son dossier auprès du fonds de garantie. Le fonds de garantie valide le dossier, ça veut dire qu'elle peut apparaître sur la liste partagée. Et donc, là, à ce moment-là, notre rôle, c'est de la rencontrer et de lui expliquer qu'elle peut faire une demande de pension militaire d'invalidité qui peut être envoyée immédiatement auprès du service des pensions, qui est un service de l'État qui est basé à La Rochelle. Mais ce dossier ne sera étudié qu'à partir du moment où la personne aura clôturé son dossier avec le fonds de garantie, où elle aura accepté l'offre finale. Donc, est-ce que je suis claire? Ça va? Bon. Alors, une fois qu'elle a clôturé avec le fonds de garantie, son dossier, qui est à La Rochelle, va être étudié. Et ce qui a été évoqué aussi ce matin, donc elle aura passé normalement une expertise demandée par le fonds de garantie. Et cette expertise, le compte-rendu, servira aussi au service des pensions pour évaluer. Ça a été un des combats de Françoise Rudetsky qui a été cité aussi ce matin, qui voulait que les victimes n'aient pas à repasser une expertise parce que c'est pas un moment très agréable en général pour les personnes. Et donc, c'est ce qu'on appelle l'expertise commune. Et donc, le service des pensions va évaluer, en tenant compte des sommes qui auront déjà été versées à la personne au titre du DFP, qui a été aussi évoqué ce matin, le déficit fonctionnel permanent. Et le service des pensions va rendre une décision qui peut être un rejet. Si le taux attribué est inférieur à 10%, leur mode de calcul n'étant pas le même que celui du fonds de garantie. Et si le taux attribué est égal ou supérieur à 10%, à ce moment-là, la personne devient titulaire d'une pension militaire d'invalidité avec un certain montant qui va être calculé et en fonction de ce qu'elle aura déjà perçu par le fonds de garantie, en fonction de son âge, en fonction du taux. Voilà. Donc, avec cette pension militaire d'invalidité, elle devient ressortissante de l'office. Et donc, avec cette pension, si le taux est, par exemple, égal ou supérieur à 25%, on peut lui établir une carte d'invalidité qui octroiera des réductions auprès de la SNCF. Et il y a surtout le carnet de soins gratuits qui correspond, si vous voulez, à une prise en charge
de sa pathologie qui sera inscrite sur, alors ça c'est notre jargon, sur la fiche descriptive des infirmités, à vie. Cette pension est versée à vie, bien sûr non imposable, et donc ça donne quelques avantages. Il faut savoir que bon, ce dispositif, bien sûr, est unique au monde à ma connaissance. Voilà, on est d'accord. Et je vais passer sur l'adoption en qualité de pupille de la nation. Alors, c'est une forme d'adoption par l'État français qui est différente de l'adoption en qualité de pupille d'État. Est-ce que quelqu'un sait la différence? Non, mince. Alors, pupille d'État, on est dans le monde civil. Pupille d'État, c'est l'État qui devient le tuteur légal de l'enfant. Ok, ça va être par exemple un enfant qui naîtrait sous X et qui ne sera pas adopté par une famille. À ce moment-là, l'État devient son tuteur légal jusqu'à ses 18 ans. On n'est pas dans ce champ-là. Je rappelle, on est toujours dans le CPM-IVG, dans le Code des pensions militaires d'invalidité et victimes de guerre, dans lequel, bien sûr, on fait référence à l'adoption par la nation. En fait, ça a été créé suite à une loi du 27 juillet 1917. Donc là, encore une fois, en lien avec la Première Guerre mondiale, puisque la Première Guerre mondiale en France a généré près de 1 million de pupilles de la nation, ainsi que les autres grands conflits comme la Deuxième Guerre mondiale, un peu moins quand même, on était malgré tout à près de 500 000. Et donc, le but étant de protéger les enfants dont les parents ont été victimes de guerre, de services ou d'actes de terrorisme. Ça, c'est aujourd'hui. Mais à la base, les deux critères pour que les enfants puissent être adoptés étaient le fait que le parent soit décédé au combat ou que le parent soit grièvement blessé et ne pouvant plus assumer la charge de sa famille. Et pour qu'on puisse faire cette demande, il faut que l'enfant ait moins de 21 ans. Donc, tout ça a évolué. Vous vous doutez bien qu'on n'est pas resté sur la loi de 1917. Et compte tenu de l'évolution et des faits de société, on a rajouté les magistrats, les enfants de magistrats, de gendarmes, de policiers, de pompiers aussi. Puis avec l'apparition des attentats d'une manière générale en France dans les années 70, pour d'autres raisons que celles d'aujourd'hui, on a intégré à travers la loi de 1990 une troisième possibilité en termes d'adoption par la nation, c'est-à-dire quand l'enfant lui-même est victime. Bon, non pas qu'il décède, quand il est blessé. Donc tout ça La requête se dépose auprès du tribunal judiciaire du lieu de résidence de la victime, avec un avis de l'ONAC-VG. En général, c'est moi qui les rédige. Et doit être déposé absolument avant les 21 ans. Le juge rejette ou accorde, la plupart du temps. Alors, un petit chiffre, avant le 14 juillet 2016, j'avais 3 pupilles de la nation en accompagnement. Aujourd'hui, j'en ai 170. Et je suis toujours globalement un petit peu seule. Bref, donc quand ils deviennent pupilles de la nation, c'est un statut qui est à vie, qui va être inscrit sur l'acte de naissance. Et l'enfant va bénéficier de notre accompagnement, à la fois moral, administratif et financier, tant qu'il sera en études. Donc, comme l'a dit Agère, c'est un exemple, Kenza, sa fille, a été adoptée en qualité de pupille de la nation, puisqu'elle est victime directe de l'attentat, blessée. Donc, on était dans la troisième possibilité que je viens d'expliquer. Donc on accompagne un maximum parce que le but pour l'Office, et à travers l'Office c'est l'État, c'est que les enfants, malgré le drame vécu, puissent mener leur projet le mieux possible. Voilà, je voulais terminer sur ça. Je voulais rappeler que l'adoption en qualité de pupille de la nation, c'est quelque chose d'unique au monde, mais vraiment, ça n'existe nulle part ailleurs. Que toute personne victime d'un attentat sur le sol français
Alors, quand je dis toute personne étrangère ou française, hein, bien sûr, peut bénéficier de ces dispositifs et de l'accompagnement de l'Office à partir du moment où elle apparaît sur la liste partagée, et que tout Français victime d'un attentat à l'étranger peut solliciter aussi la demande de la pension militaire d'invalidité et l'adoption en qualité de pupille de la nation. Exemple, si vous vous rappelez, les jeunes, le groupe de jeunes scolaires qui étaient sur le pont à Londres, eux ont été pour la plupart adoptés en qualité de pupille de la nation. Voilà, donc notre mission, c'est reconnaître, soutenir et accompagner. Et voilà, je crois que j'ai terminé. Merci beaucoup. S'il y a des questions.